Quelles ressources foncières pour assurer la relance économique et industrielle? Le 18 février 2021, une quarantaine de personnes, des représentants de l'État, des élus normands, des techniciens des collectivités, ont répondu à l'invitation de l'EPF de Normandie et se sont connectés sur le premier webinaire organisé par l'établissement. Objectif de l'EPF avec ce webinaire, d'abord se mettre à l'écoute des élus des territoires, mais aussi apporter des contributions à la réflexion sur la relance économique et industrielle. Il a d'abord, l'EPF, demandé à plusieurs élus de venir témoigner. Tout naturellement, vous entendrez d'abord Bernard Leroy, qui est membre du conseil d'administration de l'EPF de Normandie. Et Bernard Leroy a été chargé par le président du conseil régional, Hervé Morin, à la fin du premier confinement, d'une étude sur la relance économique et les suites de la pandémie. Bernard Leroy est maire du Vaudreuil, président de la communauté d'agglomération Seine-Eure et aussi entrepreneur. Vous entendrez également Joël Bruno, maire de Caen, président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Vous entendrez Patrick Gaumont, qui est président de la communauté de communes Bayeux Intercom, vice-président du conseil régional en charge du patrimoine, et Patrick Pesquet, maire de Saint-Jean-de-Folleville, vice-président de la communauté d'agglomération Caux-Seine. Chacun de ces élus apporte leurs réflexions à la fois sur la nature du foncier recherché, sur les initiatives prises pour construire des écosystèmes et sur leurs attentes vis-à-vis de l'EPF. Second temps fort de ce webinaire, la présentation d'une étude commandée par l'EPF fin 2020 au cabinet d'études Utopie. Cette étude, très novatrice dans son approche, prend appui sur le patrimoine et les savoir-faire existants en Normandie. Le directeur général adjoint de l'EPF, Jean-Baptiste Bisson, nous la commentera, et le directeur associé d'Utopie, Arnaud Florentin, développera sa méthode et exposera 3 manières de concevoir des écosystèmes économiques et industriels. Un résumé de cette étude est en ligne sur le site de l'EPF de Normandie, tout comme le présent webinaire. Tout de suite, au début du webinaire, l'animateur Patrick Wolf s'est tourné vers le directeur général de l'EPF, Gilles Gall, pour lui demander tout simplement ce qui avait inspiré ce thème sur le foncier économique et industriel. Et voici sa réponse. Bonjour à toutes et tous. Je souhaite d'abord saluer tous les participants à ce webinaire avec une pensée particulière pour le préfet de région et le secrétaire général pour les affaires régionales, pour Madame la préfète de l'Orne et pour tous les élus du territoire. Ce webinaire sur les ressources foncières destinées au développement économique et industriel, c'est le résultat d'un croisement. Un croisement entre des évolutions récentes, la crise pandémique et quelques intuitions. Quand on s'appelle l'établissement public foncier de Normandie, on peut penser qu'il existe un foncier avec un grand F, un peu indistinct, qui serait déconnecté de l'usage final de ce qu'on en ferait. Cela existe encore, mais cela tend à disparaître. Ces dernières années, nous sommes de plus en plus présents en amont des interventions, en particulier grâce aux études flash que de nombreux élus partenaires réclament en amont des interventions de l'établissement et que l'on sait assez tôt si le foncier qu'on porte, on le porte pour devenir, être dédié au logement, à l'activité économique, à un équipement public ou demain un parc renaturé. Et aujourd'hui, l'EPF apparaît en région Normandie comme un conseil en ingénierie auprès des territoires et pas seulement comme un gestionnaire ou un financeur. J'évoquais aussi le contexte de la pandémie qui est venu bousculer l'ensemble de notre société. Ce n'est pas une évolution, c'est bien une crise, c'est une véritable bifurcation. Cette pandémie, elle nous dit 2 choses. Il y a déjà, même si de nombreuses mesures sont en place, une crise économique et sociale qui va l'accompagner et elle va agir comme un accélérateur de changement
un accélérateur de changement, bien sûr, dans un contexte là aussi très particulier, celui de la lutte contre le changement climatique. Nous avons fait le choix cette année, en 2020, de titrer notre rapport d'activité « Crise et résilience », parce que justement, nous ne souhaitons surtout pas nier la crise et que nous souhaitons agir. Et enfin, des intuitions. La première de ces intuitions, c'est que l'EPF doit encore et toujours muscler ses compétences, et en particulier dans le champ de l'activité économique, dans le champ de l'économie des territoires. Et quand je dis se muscler, ça veut dire pas forcément muscler nos compétences internes, mais aussi être en capacité de mieux travailler de plus travailler avec tous les acteurs présents sur l'économie du territoire. Et la seconde intuition, c'est d'avoir fait le choix de commander une étude d'un genre relativement nouveau pour l'EPF, qui viendrait s'appuyer sur la réalité du terrain, sur les potentiels des entreprises présentes sur les territoires, parce que nous croyons, enfin, et je crois que là-dessus c'est partagé, que c'est de là que part la force productive du territoire. Toujours, néanmoins, en revenant à notre métier, parce que nous demeurons et nous demeurerons des spécialistes du foncier. Et bien sûr, nous souhaitons maîtriser davantage les mécanismes économiques et ceux de la production industrielle. Mais surtout, nous souhaitons nous mettre toujours en meilleure position pour vous aider, vous conseiller, mieux vous accompagner dans vos projets. Et ça, ce n'est ni une évolution, ni une crise, ni une intuition. C'est simplement la boussole dont nous avons besoin pour améliorer et pour renforcer encore et conduire notre relation avec le territoire normand, boussole que nous cherchons bien sûr à améliorer la précision. Et c'est l'objet de ce séminaire. Bernard Leroy, vous êtes administrateur de l'EPF de Normandie. Vous me permettrez de commencer par cet élément, puisque c'est lui qui explique aussi, pas seulement d'ailleurs, mais qui explique aussi votre présence à nos côtés pour ce webinaire. Et vous êtes aussi maire du Vaudreuil, président de la communauté d'agglomération Seine-Eure. Alors la deuxième raison, en plus du fait que vous êtes administrateur qui explique votre présence ici, c'est que le président de la région Normandie, Hervé Morin, vous a chargé l'an dernier de mener une mission de réflexion sur l'avenir industriel de la Normandie et sur les conséquences de la pandémie. On était à l'époque à la fin du premier confinement. Et puis troisième raison aussi de votre présence ici, qui n'est pas forcément la moindre, c'est que à côté de vos activités électives, vous avez aussi un passé d'entrepreneur. C'est aussi ce qui explique qu'Hervé Morin, d'ailleurs, vous ait confié cette mission. Alors, première question, très simplement d'ailleurs, comment vous avez mené la mission qui vous a été confiée par le président du conseil régional? Alors bonjour à tous, j'espère que la liaison est suffisamment bonne. Au cas où c'est difficile ou haché, je vais couper la caméra pour privilégier la bande son, mais Patrick, vous me direz si ça convient, et tant que l'image et le son sont bons, vous aurez les deux. Sans ça, on aura uniquement le son. Alors, ça nous convient, ça fonctionne. Parfait, très bien. Eh bien écoutez, deux choses. La première, c'est regarder le poids de l'industrie dans la région Normandie. Et 23% du PIB de la région normande est lié à l'industrie. Donc, on est une des régions les plus industrielles de France. Et ça a été la première analyse de regarder dans quel secteur nous sommes particulièrement placés. Il y a 12 filières stratégiques qui ont été identifiées par la région, par l'Agence de développement Normandie, l'ADN. Et donc, nous avons conduit effectivement cette analyse sur, d'une part, les différentes filières stratégiques, voir celles qui bénéficient ou quelles sont les conséquences de cette pandémie. Et comme vous l'avez dit, c'est, comme l'a très bien dit notre directeur général, c'est un accélérateur de changement et on voit très bien qu'il y a un certain nombre de secteurs où il y a une prise de conscience qui s'est faite sur
notre fragilité, notre dépendance en termes industriels. Le plus emblématique, effectivement, ça a été dans le domaine de la santé, du médicament, des principes actifs, etc. Mais pas que. Il y a d'autres secteurs, au contraire, qui souffrent beaucoup. Et l'ADN et la région Normandie ont mis en place des dispositifs qui permettent à ces entreprises de survivre. Donc, première chose, le poids de l'industrie, et qui dit industrie dit forcément foncier. Et donc, effectivement, l'implication de l'EPFN, on va le voir, il y a différents niveaux, est tout à fait pertinent et même essentiel, surtout avec les changements, les transitions écologiques et énergétiques qu'on devra faire, le zéro artificialisation, etc. Donc, une espèce de quadrature du cercle en disant comment continuer à développer de l'industrie, relocaliser un certain nombre de productions, comment permettre aux entreprises qui sont ici de se développer et puis en attirer également d'autres, puisqu'il y a aussi des choses à faire dans ce domaine-là. Donc voilà, en gros, la façon dont on a un peu conduit les choses. Et premier élément, c'est de quel foncier d'activité disposons-nous. Et là, les études montrent qu'en gros, l'ensemble sur les 5 départements, il y a 20 000 hectares. Ça, c'est une étude qui a été très bien conduite par la CCI Normandie, que je remercie d'ailleurs. Et il y a en gros 20 000 hectares de parcs d'activité. Et sur ces 20 000 hectares, il y a combien de disponibles pour permettre aux entreprises existantes de s'agrandir, puisque c'est déjà c'est la première priorité, aider à faire grossir, grandir, rendre agiles des entreprises qui existent sur le territoire. Ça, c'est des solutions à court terme, et puis à plus long terme, accueillir d'autres entreprises sur des parcs plus importants. Eh bien, il n'y a que 7% de surface aujourd'hui immédiatement disponible. Sur l'ensemble de la région, on a 1400 hectares de terrain disponibles pour que des entreprises puissent soit s'agrandir, entreprises existantes, soit s'implanter. Donc, on voit très bien que l'enjeu, il est énorme, parce que sur ces 20 000 hectares, eh bien, il doit y avoir des bâtiments qui sont en mauvais état, qui sont vieux, obsolètes, des choses à faire, des friches industrielles, peut-être, probablement. Et voilà. Donc, en gros, la problématique foncière entreprise est à ce niveau. Vous avez évoqué l'étude de la CCI. On peut peut-être voir, d'ailleurs, on a une image de la représentation de cette étude qui a été faite. Voilà, elle apparaît ici à l'écran. Vous faisiez référence donc à ces chiffres-là quand vous avez défini un peu les hectares et le nombre d'hectares disponibles à l'échelle régionale. C'est bien ça? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le total, on le voit, c'est plutôt 22 230 hectares aujourd'hui de parcs d'activité ou de zones industrielles, avec 1461 hectares immédiatement cessibles. Alors, il y en a qui sont en projet d'agrandissement, mais on parle de l'immédiatement sensible. Donc, on voit que c'est relativement faible et que les gens disent, mais il y a des parcs d'activité où il n'y a rien. Alors, effectivement, on a des parcs qui ont 3-4 hectares dans différents secteurs, c'est un peu diffus, etc. Mais d'un autre côté, on voit aussi que si on veut anticiper l'aménagement de nouveaux espaces, ça prend du temps. Ça prend en général 5 ans entre le moment où on décide à partir d'un champ d'en faire un parc d'activité. Il y a au moins 5 ans de procédure. Et puis quand il y a des friches, c'est encore plus que ça, puisqu'il y a de la pollution, il faut de la dépollution. Donc, c'est des enjeux à moyen terme, hein, et c'est clair que là, le PFN a un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. On entend beaucoup parler en ce moment on entend des mots qui sont relativement importants. Je voudrais bien que vous nous éclairiez sur le sens de ces mots. Alors, on entend 2 choses. On entend parler d'écosystème économique, et puis bien entendu, on entend toujours parler aussi d'un mot plus ancien qui est celui de filière. Dans l'étude que vous avez menée pour Hervé Morin, est-ce que vous éclaircissez ces 2 concepts-là, et est-ce que les 2 mots sont parfaitement synonymes, ou est-ce qu'ils ont des sens différents
pour vous? Alors, ils sont complémentaires. Une filière, c'est par exemple la filière du médicament ou la filière aéronautique ou la filière agroalimentaire, et on voit bien de quoi il s'agit. Ce sont des unités de production destinées à fabriquer des produits pour un marché déterminé. Voilà. L'écosystème, c'est plus large que ça. Par exemple, je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est celui de l'agglomération Seineur, et en 30 ans, on a développé tout un écosystème autour de la filière pharmaceutique. En gros, la situation, c'était quoi il y a 30 ans? Il y avait 3-4 grands laboratoires pharmaceutiques présents. Enfin, ils n'étaient pas très, très grands d'ailleurs à l'époque. Il y avait Pasteur qui faisait 300 personnes. Il y avait Upjohn qui est devenu Fareva qui en faisait une centaine. Il y avait Fresenius aussi avec 150, etc. Et donc, on s'est dit, autour de ces grands noms, donc ces entreprises qui vont se développer, il faut qu'on puisse créer un écosystème, c'est-à-dire amener des fournisseurs, des prestataires de services, des organismes de formation, des organismes de contrôle, etc. Et donc, on a créé, par exemple, des pharmaparks, des parcs d'activités dédiés aux fournisseurs ou aux prestataires de services de l'industrie pharmaceutique. Et ainsi, autour de ces 4 grands laboratoires, on en a amené d'autres après, Johnson & Johnson, Aptar, Pharma, etc. Eh bien, autour de ces grands groupes se sont développés une centaine de PME qui ont saisi l'opportunité, eh bien, soit de fabriquer de l'outillage, des lignes de production, des gens capables de travailler l'inox 316, des gens capables de contrôler les process industriels, des gens qui ont développé une logistique dédiée, par exemple Pharmalog, typiquement, qui est une très belle entreprise qui a été reprise d'ailleurs par Géodis. Au départ, n'existait pas. C'était de la logistique dédiée à la pharmacie pour déstocker, enfin sortir des usines, la partie produit fini et la partie expédition. Donc, sortie du bâtiment de production, ça libère d'ailleurs des mètres carrés dans l'usine de production. Et puis, la logistique, eh bien, se fait par des professionnels qui peuvent mutualiser un certain nombre de choses. Donc, filière, c'est effectivement un certain nombre de secteurs sur lesquels, eh bien, la région est fortement positionnée. D'ailleurs, sur des filières qui sont d'excellence et qui sont souvent exportatrices et très largement exportatrices. Et puis, bien, autour de ces filières, eh bien, de ces belles entreprises, arriver à créer tout un environnement. Et on voit, j'ai visité pas mal de territoires, alors pas du tout à l'échelle des 71 EPCI, malheureusement à cause du temps, à cause du confinement, etc. Mais on voit dans des secteurs où il y a des écosystèmes qui se sont créés autour de savoir-faire. Et donc, après, ils attirent et ils permettent de développer des filières particulières. Je pense notamment à Dieppe, où il y a un travail remarquable qui a été fait. À l'inverse, il y a d'autres territoires où on a une magnifique entreprise qui est de rang mondial, et autour, il n'y a rien. Et donc, on se dit, comment ça se fait? Il n'y a pas de PME qui travaille pour ce grand groupe, etc. Bon, et là, on voit qu'il y a besoin d'une interaction entre les élus locaux qui doivent être à l'écoute des besoins des grands groupes et cette interaction avec aussi un tissu à développer. Donc voilà, l'interaction, je ne sais pas si je suis clair, j'espère. Non, c'est tout à fait. Je pense que c'est tout à fait clair. En tout cas, si ce n'est pas clair, écoutez, il y aura un débat avec les participants au webinaire. Ils nous le diront s'ils ne comprennent pas. Mais moi, ça me paraît très 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 clair. Le foncier dans tout ça, pour utiliser une métaphore guerrière, est-ce que c'est vraiment le nerf de la guerre pour pouvoir faire quelque chose, pour engager quelque chose? Pour l'industrie, c'est essentiel. Je veux dire, autant une start-up, on peut faire ça dans des locaux, etc. Ça dépend dans quel domaine on travaille, mais l'industrie, c'est des lignes de production, c'est du stockage, etc. Et là, on a un vrai souci d'image. Aujourd'hui, quand on dit le mot usine, ça reste encore une connotation, donc c'est sale, c'est polluant, ça sent mauvais, etc. Or, la plupart
des industries aujourd'hui ne polluent pas, elles sont propres, parfois même ultra propres, et on peut parfaitement localiser des activités industrielles en milieu urbain. Et je pense que l'industrie urbaine est quelque chose qu'il ne faut pas du tout évacuer. Et on a aujourd'hui des filières, bien sûr, et des industries qui peuvent se faire. Donc ça, c'est un problème. Parce que mettre une usine en milieu urbain, eh ben, le coût du foncier, le prix du foncier pour faire de l'habitat et le prix du foncier pour faire de l'activité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un terrain que vous allez vendre à tout casser 20 € du mètre carré à un industriel pour son entreprise, ou même il va vous tordre le cou pour avoir moins cher. Si le site est intéressant, vous allez avoir des promoteurs immobiliers qui vont vous proposer 100, 150, 200 € du mètre carré, puisqu'on vend à la surface de plancher. Donc il y a déjà, là, il y a un vrai souci. Puis après, on a eu des usines en milieu urbain, mais qui sont des friches. Et là, la revitalisation d'une friche industrielle en ville, ce sont des fortunes. On a, nous, bénéficié de l'EPFN sur un site majeur à Louviers, qui est l'ancien site Philips Sinram, sur 14 hectares en plein centre-ville, qui était, où il y avait eu 1000 personnes qui travaillaient, qui était complètement ruiné, dépôt de bilan. L'Aglo l'a acheté en 2014. On l'a rénové, mais c'est des coûts considérables, c'est un temps, une énergie, un savoir-faire considérable pour rénover. Donc, le foncier, on ne peut pas parler d'usine hors sol, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'usine virtuelle, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment des mètres carrés, c'est des espaces, c'est des services, voilà, c'est du lourd, hein, même si on est dans les industries légères. La question du foncier, ça regarde qui au premier chef? Je veux dire, évidemment, ça concerne la région, puisque bon, institutionnellement, c'est elle qui a la compétence, économique. Mais est-ce que c'est uniquement à l'échelle de la région que les choses se jouent, et est-ce que c'est pas aussi à d'autres niveaux, et notamment au niveau, par exemple, puisqu'ils ont eux aussi en principe la compétence, les EPCI? C'est tout à fait ça. Vous avez raison de dire. La loi NOTRe a confié, je dirais, à la région le rôle de leadership. C'est pas le seul. Tout le monde doit être impliqué dans le développement économique, parce qu'on développe pas des industries ou des entreprises dans un désert. Donc tout le monde est partie prenante. Mais sur le développement économique, la région doit être stratège, et elle l'est en Normandie. Et par contre, la réalisation de cette stratégie, la mise en œuvre, ce sont les EPCI. Donc, puisque la compétence développement économique aujourd'hui a été transférée des communes vers les EPCI, donc ceux qui sont en charge de concevoir, d'aménager, de commercialiser des parcs d'activité ou des zones d'activité, eh bien, ce sont les EPCI. Et donc, il faut qu'il y ait un alignement ou une co-construction de la stratégie de développement économique entre la région et les EPCI pour qu'on puisse avancer. Parce que la région peut avoir des idées magnifiques, géniales, extraordinaires, mais s'il n'y a pas de terrain pour la concrétiser, il ne se passe rien. À l'inverse, développer un parc d'activité sans savoir trop bien où on va, dans quel contexte, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est vraiment ce travail-là, main dans la main, je dirais, quelles que soient les opinions politiques, etc., qui permet d'avancer. Bien, merci Bernard Leroy. Vous allez rester avec nous pendant tout ce webinaire, donc je pense que vous aurez l'occasion, j'espère, d'intervenir à d'autres moments, et notamment au cours des débats. Dans le travail qui a été fait par l'EPF pour élaborer ce webinaire, il y a eu, c'était il y a 2 ou 3 mois, une intuition, les intuitions dont parlait Gilles Gall tout à l'heure, qui a consisté en fait à commander une étude à un cabinet assez connu, et même très connu pour ses démarches innovantes et sa façon très originale
d'imaginer les stratégies de développement économique, un cabinet qui d'ailleurs s'intéresse aussi beaucoup à l'articulation entre le développement économique et puis aussi le respect le respect du développement durable et de la transition écologique. Et ce cabinet, ce qui s'appelle le cabinet Utopie, avec IES, c'est-à-dire que des utopies, on peut en avoir plusieurs, et on a le droit d'en avoir. En tout cas, c'est prometteur pour l'avenir. Ce cabinet Utopie a donc réalisé une étude à la demande de l'EPF, qui s'appuie justement sur des approches très très novatrices, et notamment sur l'analyse du patrimoine économique et industriel local, d'une part, croisé avec les savoir-faire locaux des territoires. Alors, cette étude est extrêmement intéressante. On va en parler à deux niveaux. D'abord, je vais donner la parole à Monsieur Bisson, qui est directeur général adjoint de l'EPF. Jean-Baptiste Bisson va vous raconter ce que l'EPF a tiré de cette étude. Quand je dis attirer, j'utilise le passé composé. J'ai presque envie de dire attirer, tire et tirera, parce que c'est une étude qui donne des perspectives extrêmement intéressantes. Donc on en est au tout début. Hein. Les choses ne sont pas figées. Elle a provoqué effectivement pas mal d'interrogations. L'EPF s'est demandé comment on pouvait utiliser cette étude et comment en tirer toute la substantifique moelle, étant entendu que elle a apporté énormément d'enseignements extrêmement intéressants. Donc Jean-Baptiste Bisson va nous donner quelques éléments sur cette étude et quelques premières, je dis bien, premières éléments de conclusion qu'on peut avoir à partir de cette étude. Et puis ensuite, moi j'ai interrogé Arnaud Florentin, qui est le directeur associé du cabinet Utopie, qui nous expliquera rapidement sa méthode. Mais je passe d'abord la parole à Jean-Baptiste Bisson. Merci. Donc, effectivement, je vais essayer de vous présenter les premiers résultats de l'étude et donc de vous donner les perspectives de ce que l'EPF, effectivement, va pouvoir en tirer et surtout y développer sur le territoire. Donc, la grande, en fait, spécificité de cette étude, c'est qu'elle s'articule autour de trois principes. Un, c'est une analyse du patrimoine, une analyse des savoir-faire existants et sur les opportunités qu'ils offrent. Donc, elle s'intitule d'ailleurs « Étude d'opportunité pour un redéploiement productif en région de Normandie ». Alors, le terme redéploiement productif exprime bien le fait de partir des réalités du territoire et évidemment de ne pas plaquer des activités en décalage avec le savoir-faire existant en Normandie. Par ailleurs, cette étude reconsidère dans le marché local en examinant la demande qui émane des entreprises, des ménages, des administrations et autres activités. Toutefois, on constate, et c'est là effectivement la première grande enseignement de l'étude, c'est qu'une partie de cette demande ne trouve pas de réponse localement. Donc c'est ce que le cabinet Utopie qualifie de fuite économique. Donc fuite économique vers l'extérieur du territoire. Alors bien entendu, ces fuites constituent une réserve en fait de croissance importante pour la Normandie. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un chiffre, c'est qu'aujourd'hui 49% de la demande locale, c'est cette en fait fuite vers d'autres territoires. Donc aujourd'hui, ces 49%, ça pèse un peu plus de 82 milliards d'euros. Donc, voilà, ces 82 milliards d'euros, si une partie pouvait effectivement constituer une piste de développement économique pour la Normandie, l'effet levier est tout de suite appréhendé. Par ailleurs, l'étude, elle ne se contente pas d'identifier la diversité productive du territoire normand, mais aussi elle permet de repérer, et là c'est important, les proximités entre produits, qui permettraient d'imaginer de nouvelles offres, ce qu'on a appelé tout à l'heure effectivement sur les écosystèmes, c'est-à-dire effectivement aujourd'hui sur le système de production le plus intégré possible, allant de la matière première jusqu'à la distribution. Alors, du coup, pour illustrer mes propos, j'ai choisi donc trois exemples, trois secteurs, parmi effectivement un grand nombre de secteurs sur la Normandie à considérer. Et là, c'est un élément effectivement préalable qu'il faut bien intégrer, c'est qu'aujourd'hui, on a analysé, il y a 1200 familles de produits mondialement effectivement recensées, sur lesquels en Normandie 500
font l'objet effectivement de production et du coup, l'étude permet aussi d'identifier que 231 donc de cette famille, de famille de produits présentent un avantage comparatif. Donc c'est un élément important qui nous permet effectivement de bien exploiter les données dont on dispose. Alors donc là, vous avez sous les yeux une première carte qui représente le secteur des lentilles, des prismes, des miroirs et autres éléments d'optique. Donc, on constate qu'il y a une proximité entre les produits. Ce sont des produits sophistiqués, à forte valeur ajoutée. Alors, en fait, un chiffre, encore un, mais aujourd'hui, les échanges mondiaux s'élèvent à 15 000 milliards d'euros. Pour l'heure, ces produits sont peu fabriqués localement. Et quand on parle de ce type de produits, on parle des circuits imprimés, du verre travaillé, des imprimantes, des copieurs. Donc, voilà une piste de réflexion, une première à l'échelle de la Normandie. Le deuxième secteur qu'on a souhaité effectivement vous présenter, c'est celui des poêles, des chaudières à foyer, des cuisinières, des barbecues et des appareils non électriques similaires à usage domestique. Alors, on constate là qu'on a une plus grande proximité par rapport au premier cas. Toutefois, les nombreuses connexions qu'il existe aujourd'hui en Normandie permettent d'avoir une bonne synergie et un travail de qualité avec le tissu local. Alors ici, on voit encore une fois que on ne parle pas que du secteur de la filière bois, on parle aussi de la métallurgie, des machines, des équipements. Donc c'est vraiment toute la filière, enfin en tout cas tout l'écosystème, parce qu'il ne faut pas effectivement se tromper. On a parlé avant de différence entre filière et écosystème, qui est là appréhendé. Le dernier exemple qui va nous parler, surtout en Normandie, c'est celui des produits laitiers fermentés. Donc où on parle effectivement de la crème, du yaourt et puis tout ce que l'on connaît. Ici, on est dans une spécificité normande, certes, mais effectivement, on le voit par les taux de proximité qui sur certains éléments concourent à jusqu'à 75%, donc ce qui est quand même assez élevé. Et on voit bien que lorsqu'on a ce taux aujourd'hui assez élevé, on a une capacité à regrouper sur un même site des entreprises qui permettent une synergie productive. Alors effectivement, on imagine le lait, le fromage, mais aussi, encore une fois, on retrouve la métallurgie pour les réservoirs, les plastiques, les caoutchoucs pour les couvercles, les emballages. Donc voilà une dernière représentation qui nous montre bien que quand on parle de secteur, on a toute cette chaîne-là. J'en ai fini avec les exemples, mais évidemment qu'il y en a beaucoup d'autres, vu que je vous ai cité au début qu'on avait 240 secteurs avec une avance aujourd'hui, entre guillemets, si je peux me permettre, de la Normandie. Donc voilà, tout ça méritera après de pouvoir être regardé à l'échelle de territoire, de spécificité et bien sûr partagé. Alors, en suivant notre intuition, selon laquelle l'activité économique doit trouver un ancrage dans les réalités locales, nous poursuivons plusieurs objectifs. D'abord, bien sûr, le premier, on l'a déjà un peu dit, c'est nous professionnaliser dans les domaines. Mais modestement, car effectivement, aujourd'hui, l'EPF n'est qu'un acteur, mais il ne peut pas réaliser seul, et d'ailleurs, il ne pourra pas réaliser seul. Le deuxième objectif, c'est de partager, évidemment, cette étude, avec tous nos partenaires, évidemment. Et moi, je pense ici à la CCI, au SEM, au comité de filière, mais aussi avec tous les élus, tous les techniciens du territoire d'autre part. Et enfin, le dernier objectif, évidemment, ça va être le dialogue avec vous et donc avec les collectivités. Et ce premier webinaire en est une expression. Et les outils qui sont à construire pour effectivement favoriser les stratégies de réenracinement de l'économie, dans les territoires. Et dans ce domaine, l'EPF doit rester dans ses fonctions, c'est-à-dire de pouvoir établir avec vous des stratégies, de pouvoir acquérir de foncier, de faciliter son aménagement et surtout soutenir les projets du territoire. Enfin, pour terminer, notre logique principale, c'est l'écoute, évidemment. Demain, on peut vous proposer du foncier, travailler avec vous sur des friches, les reconvertir, mais tout ça a des finalités de vos projets économiques. Et il conviendra évidemment que ce foncier, comme on l'a vu ici, il puisse se trouver dans un espace dédié très très hétérogène. On parle de périurbanisation certes, mais aussi dans les cœurs de ville, comme l'a dit effectivement Bernard Leroy. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est ce qu'on voulait partager et c'est ce que je propose effectivement à ce niveau de retenir de l'étude. Merci Jean-Baptiste Bisson, merci pour cette présentation. Un mot avant de lancer l'interview d'Arnaud Florentin sur la façon dont on peut débattre. On a fait le choix, contrairement à d'autres dispositifs de webinaire,
on a laissé un choix ouvert qui consiste pour vous soit à lever la main, comme dans une visioconférence classique, soit à poser des questions dans le chat que vous pouvez atteindre avec l'icône conversée dans l'image de Zoom. Voilà, vous pouvez poser vos questions de ces deux manières-là. Mais on n'en est pas encore tout à fait au débat. Je vous ai dit tout à l'heure que on voulait aussi appuyer dans le cadre de l'étude Utopie sur la méthode qui était suivie, parce qu'elle est vraiment très très honnêtement, elle est vraiment très originale et très innovante. Et donc on a demandé à Arnaud Florentin, qui est directeur associé du cabinet Utopie, de nous parler un peu de méthode. Vous allez voir, il va nous parler de choses très originales. Il va nous parler de forêt productive et de Scrabble. L'approche qu'on déploie, c'est une approche très pragmatique, alors que traditionnellement, on a des approches très descendantes. On identifie des secteurs d'activité et on fait tout ce qui est possible pour les implanter. Là, on a une approche beaucoup plus ascendante qui part en fait de ce que c'est déjà faire le territoire, de son patrimoine productif local. Alors, on a une première image que l'on utilise pour expliquer la démarche, c'est celle de la forêt productive. En gros, la forêt, c'est à l'image de tout ce qui est produit dans le monde et chaque parcelle de cette forêt est un marché. Chaque territoire est présent sur certaines de ces parcelles, dans certains endroits de la forêt, et ne peut pas prétendre être sur l'ensemble de cette forêt. Et si on souhaite se diversifier, aller vers de nouvelles parcelles, vers de nouvelles parties de cette forêt, il va falloir y aller petit à petit, en faisant des sauts productifs, d'où le nom de Jump. Donc cette diversification ne pourra se faire qu'avec ce qu'on appelle des proximités productives. Les proximités productives, ça peut être des proximités dans les compétences métiers, des proximités dans la façon de fabriquer, dans les ressources matérielles, les matières premières qui sont mobilisées. Et on a donc des proximités possibles entre ce qu'on fabrique déjà sur un territoire et ce que l'on pourrait fabriquer demain. Et il est plus facile d'imaginer d'implanter de nouvelles activités si elles sont proches de ce que l'on fait déjà sur le territoire. Et ça, en fait, ça permet vraiment de prioriser de nouvelles activités et aussi de se dire que l'on peut fabriquer. Il y a plein de chemins pour se diversifier sur un territoire, mais il faut vraiment partir de ce que ce territoire sait déjà faire. Il y a une seconde image que l'on utilise régulièrement, c'est celle du jeu de Scrabble. Avec un jeu de Scrabble, en fait, on doit composer des mots avec un certain nombre de lettres. Et là, en fait, c'est un peu le défi de tous les territoires, c'est de composer des mots plus ou moins complexes avec un certain nombre de lettres. Alors effectivement, les petits territoires ont peu de lettres, les grands territoires ont davantage de lettres et peuvent générer énormément de synergie, énormément de connexions. Mais ce que Jump permet de montrer, c'est que même les petits territoires peuvent composer des mots, plein de mots différents, et que si on arrive à implanter de nouvelles entreprises, on aura finalement une nouvelle lettre dans le jeu et on pourra aussi améliorer l'ensemble des connexions et des synergies. Et donc, il n'y a pas de fatalisme. On peut vraiment développer, diversifier tous les territoires en travaillant véritablement sur ce qu'ils savent déjà faire et travailler sur leur patrimoine productif. On va passer maintenant à nos débats avec un débat en deux parties. Un premier débat qui va être plutôt sur comment est-ce qu'on peut définir le foncier dédié à l'activité économique et industrielle. On a posé cette question-là très très simplement à deux élus, Joël Bruno et Patrick Gaumont, et puis on a aussi abordé notamment avec eux la question de qu'est-ce que c'est en fait ces écosystèmes dont nous parlions tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est que on regarde les deux entretiens que nous avons eus avec Joël Bruno et Patrick Gaumont, et puis qu'ensuite on ait un débat sur ce sujet-là. J'en profite pour répondre tout de suite à la question qui a été posée en direct par
Monsieur Renard, qui est vice-président à l'aménagement foncier de Caen-la-Mer. Un résumé de l'étude va être mis en ligne dans les jours qui viennent sur le site internet de l'EPF. Hein, voilà. Donc vous aurez accès à une première partie de l'étude dans quelques jours. Je sais pas le temps que le webinaire se déroule, on me dira dans quelques jours, dans quel jour exactement. Mais voilà. En tout cas, cette étude, vous pourrez y avoir en partie accès très très prochainement. Ce que je vous propose, c'est qu'on entende ces deux élus d'abord. Donc Joël Bruno, qui est président de la communauté d'agglomération, de la communauté urbaine, de Caen-la-Mer et qui est maire de Caen. Et puis Patrick Gaumont, qui est président de la communauté de communes Bayeux Intercom, maire de Bayeux et vice-président du conseil régional de Normandie en charge du patrimoine. On les écoute et puis je vous propose que on essaye de débattre un petit peu après. Je pense qu'en Normandie, les particularités éventuelles du foncier peuvent éventuellement être différentes d'un territoire à l'autre. Je pense que, en particulier sur la partie tout au long de la Seine et sur la nécessité qu'on a aujourd'hui de reprendre un certain nombre de friches industrielles ou portuaires ou pétrochimiques, voilà, apporte des particularités qu'on a sans doute moins dans des territoires qui seraient entre guillemets un peu plus ruraux, en particulier dans l'ouest de la Normandie. En ce qui concerne l'agglomération de Caen-la-Mer, on voit bien qu'on a aussi cette problématique de réutilisation d'un certain nombre de friches. Et c'est là où effectivement les particularités arrivent. On n'est sans doute pas spécifique en région normande par rapport à d'autres régions, mais voilà, il y a tout ce qui est dans le cadre de l'objectif d'artificialiser le moins possible. La réutilisation des friches est évidemment un enjeu majeur. C'est non seulement imaginable, mais je pense hautement souhaitable qu'on sache réinstaller les activités industrielles dès lors qu'elles n'apportent pas des nuisances majeures au sein de nos agglomérations, parce que c'est l'enjeu finalement de ce on parle beaucoup de la ville du dernier quart d'heure. J'ai coutume de dire que malheureusement de plus en plus les gens souhaitent avoir des emplois, mais à condition que ça ne génère pas d'activité. Et globalement, toute activité économique va engendrer un certain nombre de déplacements évidemment, et on a intérêt à ce que tout ça soit organisé dans un espace qui limite effectivement ces allers-retours incessants auxquels on assiste et qui posent tant de problèmes dans nos agglomérations et qui sont notamment liés à ce phénomène qu'on a bien connu tout au long des 40 voire 50 dernières années de l'étalement urbain. Donc, si vous voulez, c'est doublement vertueux que de réutiliser des friches au sein des agglomérations pour réimplanter de l'activité. D'abord parce que ça évite de consommer des terrains agricoles en plus, donc ça préserve la ressource naturelle, mais la deuxième vertu, c'est que ça va permettre de limiter ces déplacements domicile-travail qui, au final, génèrent finalement tant de coûts directs et indirects. Aujourd'hui, pour un élu, notamment communal, et c'est l'un des points majeurs à mon sens, effectivement, il y a bien plus d'intérêt pour lui à voir du logement se développer plutôt que de l'activité industrielle. Et ça se percute en plus avec le fait que généralement, les grandes opérations d'aménagement sont portées par les communautés urbaines, communautés d'agglomération ou métropoles, dont la principale ressource d'ailleurs est uniquement l'activité économique. Maintenant, compte tenu de l'effacement de la taxe d'habitation, nos ressources sont directement liées à l'activité des entreprises dans les communautés urbaines, par exemple pour ce qui est de Caen, alors que les communes, elles, perçoivent essentiellement du revenu des habitants. Donc, il y a déjà un premier élément en quelque sorte d'intérêt contradictoire. Et puis, la seconde chose, c'est que on parlait tout à l'heure des éventuelles activités que d'aucuns pourraient appeler nuisances générées par toute activité économique. Il y a naturellement aussi une propension, il y a une facilité entre guillemets à mettre du logement. Alors moi, j'ai pas d'idée géniale. En revanche, je m'appuie souvent sur des réalités de bon sens. C'est que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, si on veut fixer durablement une population sur un territoire, on doit lui offrir du travail. Au-delà de la confrontation entre logement et puis activité, derrière tout ça, c'est surtout le coût de la réutilisation de ces friches. Parce qu'on voit bien qu'avec la dépollution, etc., il y a des coûts inhérents à la reprise des friches qui vont évidemment être plus amortissables en faisant du logement
avec des opérations de promotion qui vont éventuellement, si je parle de Caen, se vendre quand il s'agit de logements neufs à 4 000 à 4 500 euros le mètre carré, que pour faire effectivement des activités industrielles, même, enfin économiques au sens large, y compris l'usine 4.0 ou du tertiaire. Voilà, le prix du mètre carré, la valorisation ne sera pas la même. Donc, sans doute qu'il faut trouver des systèmes d'incitation. Et moi, je n'ai pas de solution miracle, mais peut-être que dans ce souci de rééquilibrage, de la même façon qu'il faudrait rendre l'acquisition de terres agricoles pour l'artificialiser, trouver un système, un mécanisme éventuellement fiscal qui rende les choses dissuasives, il faudrait une sorte de bonus-malus, je pense, entre le fait d'utiliser de la terre vierge plutôt que de la terre déjà artificialisée, donc une friche. Ça, c'est un premier élément de bonus-malus. Et puis, un deuxième élément de bonus-malus, on pourrait aussi considérer que selon les caractéristiques du territoire, quand vous êtes dans un territoire comme la Normandie, où il n'y a pas une pression démographique importante, eh bien, il y a un avantage compétitif, y compris sur le plan financier, à utiliser une friche pour de l'activité plutôt que pour faire du logement, alors même que la demande n'est pas forcément très forte. Il y a forcément une particularité des ressources foncières qui soient dédiées au développement économique, bien évidemment, parce que le développement économique sur un territoire, il doit être équilibré. Il y a éventuellement le traitement de friches en cœur d'agglomération, en cœur de ville pour nous, ou en périphérie dans des zones d'activité. Tout ça, bien évidemment, en conformité avec un certain nombre de documents d'urbanisme, comme le schéma de cohérence territoriale qui est validé par un ensemble d'élus. Et pour nous, sur le territoire de Bayeux, de Bayeux-Intercom, il est validé même sur l'ensemble du Bessin. Et puis, il y a le PLU intercommunal que nous avons arrêté, qui est exécutoire depuis 1 an maintenant, qui nous a permis de réfléchir tous ensemble à cette envie que nous avions de faire du développement économique, de faire aussi en parallèle du développement de l'habitat, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, c'est l'attractivité d'un territoire, bien évidemment. Et pour ce faire, la problématique sur notre territoire, c'est effectivement de réindustrialiser, puisque nous avions un site Moulinex qui a fermé au début des années 2000, nous avons perdu un autre site Ontex, donc plusieurs centaines d'emplois. Donc à partir de là, s'est posé la question pour la collectivité de comment faire pour être attractif, donc pour amener des industries sur le territoire, des industries qui ne nous amènent pas non plus à faire fi des contraintes environnementales, à faire fi de certaines contraintes de type Céveso éventuellement, faire en sorte que cette industrialisation soit aussi bénéfique donc à l'ensemble du territoire, en parlant éventuellement de filières, puisque nous sommes nous aussi très tournés vers la pêche, vers l'agroalimentaire, c'est une spécificité de notre territoire. Nous sommes aussi très tournés vers la mécanique de précision, avec quelques belles entreprises sur le territoire de Bayeux-Intercom. Donc effectivement, un développement harmonieux, mais des particularités, puisque du foncier à la fois en cœur de ville et du foncier aussi en périphérie et à proximité d'habitat. Donc c'est pour nous toujours, collectivité, un petit peu compliqué de faire passer ce message, et ça nous oblige à faire beaucoup de pédagogie, mais c'est vraiment vital et essentiel pour la vitalité d'un territoire, encore une fois. Le principe de l'écosystème nous parle sur le territoire de Bayeux-Intercom, bien évidemment, et notamment en ce qui concerne la pêche, puisque nous avons sur Bayeux-Intercom le premier port de pêche de Normandie, qui est Port-en-Bessin Hupin, avec une particularité qui est aussi la pêche à la coquille, donc qui est une ressource très dominante donc sur notre littoral, mais c'est la pêche aussi de toutes les espèces. Et à ce titre, effectivement, il y a eu toute une organisation autour d'une filière pêche qui a été menée ces dernières années, donc à la fois l'accompagnement des pêcheurs, donc beaucoup de mareyeurs installés, et puis en termes d'agroalimentaire, reprise par exemple de poissons qui n'étaient pas des poissons assez nobles pour être traités chez le poissonnier ou vendus directement aux particuliers, mais qui éventuellement trouvaient toute leur place dans l'industrie agroalimentaire. Et donc nous avons pour cela une entreprise qui fabrique des plats surgelés, donc à base des produits de la pêche, qui est leader européen sur son marché. Et donc voilà, il y a tout cet écosystème où effectivement de la ressource, on a réussi à trouver la distribution et le produit fini chez le consommateur. Et aujourd'hui, on continue ce travail-là pour essayer de travailler sur des produits de la pêche qui sont de petites dimensions, qui ne satisfont pas les consommateurs et qu'on pourrait traiter autrement sur de la nourriture d'animaux, sur éventuellement pour des coquilles d'huîtres du paillage, donc des coquilles de Saint-Jacques également. Donc voilà, c'est toute une filière qui s'est organisée donc et qui travaille ensemble pour faire en sorte que sur le territoire, il y ait une certaine autonomie en ce qui concerne donc le monde de la pêche. Bien, donc vous avez vu, on a donc abordé à la fois la question du
la nature du foncier qui était nécessaire, et puis la question, on est revenu sur la question des écosystèmes. On y reviendra tout à l'heure encore un peu précisément, parce que nous avons demandé à Arnaud Florentin de nous préciser en fait s'il y avait plusieurs méthodes pour essayer de construire ces écosystèmes. On l'écoutera tout à l'heure. Pour l'instant, j'aimerais bien qu'on puisse avoir quelques échanges sur les propos qui ont été tenus. Aïf Salah qui a posé une question sur le chat sur l'étude Utopie. Je m'assure que Arnaud Florentin est en ligne avec nous. Je pense qu'il sera le plus à même de répondre à la question qui a été posée par Yves Salin et qui demande si l'étude d'Utopie permet-elle d'identifier les caractéristiques de la demande soutenable des écosystèmes industriels visés, comment progresser dans cette direction pour que l'offre ne cultive pas invariablement le mantra, entre guillemets, des 10 hectares minimum d'un seul tenant sur terre agricole. Alors, je ne sais pas si Arnaud Florentin est présent avec nous. Non, il n'est pas encore présent. Donc, écoutez, on va répondre à cette question. Je voudrais savoir simplement si parmi les personnes qui lèvent la main, s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole sur les interventions qu'on a entendues de Joël Bruno et de Patrick Gaumont. Je ne vois pas de main levée. Est-ce que parmi les participants qui sont là, vous voyez des mains levées? Personnellement, je n'en vois pas. Oui, d'accord. Ah, c'est Gilles Gall qui veut intervenir. Bah, écoutez, je pense que passer la parole. Merci. Je pense que c'est important effectivement de répondre à la question que se pose Yves Salin. L'enjeu, il touche du doigt effectivement une vraie difficulté entre le paradoxe qui est aujourd'hui le nôtre, entre la nécessité de répondre à ces besoins de réindustrialisation et ce qu'a dit aussi Bernard Leroy tout à l'heure, la nécessaire aussi sobriété foncière. L'enjeu de cette étude, c'est bien effectivement, elle n'apporte pas la réponse immédiatement. Je crois qu'il faut pas non plus lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Elle identifie les secteurs, les produits sur lesquels effectivement on a tout intérêt à progresser. Et le travail qui nous reste à faire, c'est bien justement avec les acteurs du territoire de définir sur quel sujet, sur quel produit on veut avancer. Et à ce moment-là, bien sûr, en intégrant ces contraintes, je sais pas s'il faut les appeler ces contraintes, mais ce qui est aujourd'hui la nécessité de ne pas systématiquement, effectivement, s'engager dans de l'artificialisation à grande échelle. Parce que, effectivement, sinon on raterait notre cible. Donc, je crois que vraiment, ça va être l'enjeu qu'on va avoir ces prochains mois et ces prochaines années avec les équipes de l'EPF. Bien entendu, on ne sera pas les seuls à travailler de cette manière-là, mais en regardant sur les territoires comment, à travers l'analyse qu'on va faire du foncier disponible, à travers aussi les services qui sont à rechercher sur les territoires, comment on peut apporter de nouvelles réponses, des réponses en apportant par exemple déjà des étapes des bâtiments qui seront produits en gris, à une échelle qui sera l'échelle cohérente avec les produits qu'on veut produire, identifier à travers l'étude. Voilà. Enfin, je crois que vraiment, cette étude, elle nous aide à bien cibler les services à produire. Bien sûr, après, il faudra aussi y intégrer les contraintes. Alors, Yves évoquait les contraintes liées effectivement à la sobriété foncière. Il y a aussi celle des risques qui peuvent être aussi apportés. Et puis, je crois que, comme l'a dit Bernard Leroy, il faut aussi aller vers la notion de ville productive, ce qui veut dire qu'on doit condenser aussi la capacité de réponse en termes d'usage du foncier pour des besoins économiques et industriels. Et ça fait partie aussi de ce sur quoi on veut travailler dans les prochains mois et même en allant un peu plus loin dans les prochaines années, parce que
la dimension du temps, elle est aussi essentielle pour répondre à cette problématique. Nous avons deux demandes de prise de parole, Philippe Lemaire et puis Emmanuel Renard. Je donne la parole d'abord à Philippe Lemaire. On a déjà répondu à Emmanuel Renard sur une de ces questions. On prendra évidemment Emmanuel Renard après l'intervention de Monsieur Lemaire. Monsieur Lemaire, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Philippe Lemaire du CEREMA. Je me demandais, moi, si la densification des tissus d'activité, sachant que le foncier y est parfois un peu surdimensionné, peut pas constituer une voie intéressante justement dans la construction de ces écosystèmes à partir des entreprises existantes, essayer de voir effectivement comment on pourrait venir réintroduire dans ce foncier existant, encore une fois souvent surdimensionné, et pour répondre à cet objectif d'ailleurs de consommation, de sobriété, de sobriété foncière, est-ce qu'on pourrait imaginer essayer de développer un petit peu cette voie de la densification dans cette logique effectivement de construction de filières locales? Oui, moi je veux bien répondre, si vous permettez, Patrick. Oui, bien sûr. Oui, c'est une très très bonne question parce que effectivement il y a deux phénomènes sur les zones d'activité qui viennent d'être mentionnés. Il y a d'une part des bâtiments qui sont devenus obsolètes et vraiment là il faut. Alors d'ailleurs ces bâtiments obsolètes sont très précieux. Il faut surtout pas les démolir maintenant parce que avec le zéro artificialisation, tout mètre carré qu'on va construire, il faut le compenser par un mètre carré. Voilà, donc ça vaut de l'argent. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'est aperçu, nous on l'a vu par exemple quand on a élaboré notre PLUI l'année dernière, c'est que on avait mis des clauses, des coefficients d'utilisation, enfin ça s'appelait pas tout à fait comme ça, de terrain construit. On était à 50% maximum du terrain construit. Et donc, effectivement, on se rend compte que, on fait un parc d'activité de 40 hectares ou 50 hectares. Là-dessus, elle a une sortie d'autoroute parce que c'est là où les gens viennent, etc., sur l'axe Seine, voilà. Et en fait, il n'y a que la moitié de construit. Et donc, donc là, voilà. Après, il y a tous les problèmes de mutualisation de parking. Chacun fait son parking et on regarde, ils sont jamais pleins. Et en fait, voilà. Donc là, on est sur un quatrième éco-parc, 4 là, à Bouville, où vraiment on va mutualiser les parkings pour densifier. Il y a vraiment des pistes très intéressantes sur de l'existant pour continuer à amener de l'activité. Et c'est vraiment une piste. J'en profite pour dire un mot et je vais être obligé de vous quitter dans 5 minutes. Je suis vraiment désolé, mais un rendez-vous, je ne peux pas décaler. C'est vrai que quand on regarde l'axe Seine est un axe majeur de développement de la région, bien sûr, et du pays aussi. Ça ne veut pas dire que les autres territoires n'ont pas de rôle à jouer. Il y a une complémentarité, et puis il y a un aspect. C'est clair que l'artificialisation des terrains en vallée de Seine, sur l'axe Seine, va continuer pour des raisons que j'ai indiquées, c'est les connexions sur l'autoroute, etc. Et il faudrait qu'on trouve un mécanisme de compensation en disant, voilà, pour d'autres territoires plus éloignés, qui n'auront pas la possibilité d'avoir de l'industrie, qu'ils touchent en quelque sorte, des retombées fiscales, économiques, financières, de l'implantation à 40 ou 50 kilomètres de chez eux. Là, il y a quelque chose d'intéressant à travailler et qui ressoude un peu aussi nos différents territoires les uns aux autres. Voilà, cette notion-là, c'est un autre axe. Alors, c'est un peu en dehors du rôle de l'EPFN, quoique, un peu avec mais quand même. Et puis, le coût de la restauration des friches industrielles, c'est nous, on l'a fait sur 14 hectares à Louviers, la Cinram, j'en faisais allusion, s'il n'y avait pas eu le PFN, on n'aurait pas pu le faire. C'est 1,2 million de démolition, décontamination, dépollution.
Et là-dessus, on s'est rajouté 800 000 de fouilles archéologiques. Enfin bref, donc là, avant de commercialiser 1 mètre carré, il a fallu mettre 2 millions sur la table. Donc heureusement qu'il y avait le PFN, la région, dans le fonds friche, etc. Mais on voit bien que tout ça est beaucoup d'argent. Voilà pour la remarque tout à fait pertinente de Monsieur le maire. Oui, Monsieur Renard. Tout d'abord, vous remercier vraiment pour ce webinaire qui est passionnant et qui est au cœur des réflexions que nous menons, je crois tous dans nos territoires aujourd'hui. Donc vraiment un grand merci. Un premier point pour en tout cas confirmer ou en tout cas adhérer vraiment aux propos qui viennent d'être tenus sur peut-être cet enjeu de réfléchir. À un moment, on parlait de reconstruire la ville sur la ville. On est peut-être aujourd'hui sur l'étape où il faut reconstruire le tissu économique sur le tissu économique. C'est une nouvelle approche. On a sûrement besoin d'être aidé là-dessus parce que c'est pas simple. On travaille avec le privé, donc il y a sûrement des réflexions, des bonnes pratiques et en tout cas mutualiser peut-être notre ingénierie et notre réflexion là-dessus. Et en fait, mon propos était surtout sur une question qui vise l'action. C'est-à-dire que suite à cette étude, évidemment, les uns et les autres, on s'engage dans nos volontés de développer nos territoires et de pouvoir. Monsieur Renard, on n'a pas votre. Excusez-moi d'intervenir, mais on n'a pas votre image. Est-ce que vous pouvez. Oui, voilà. Vous pouvez là. Très bien. Bon, c'est quand la mer. Hein. Et oui, quand il fait beau. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que il y a peut-être dans l'action que l'on va mener les uns et les autres suite à cette réflexion pour pouvoir justement reconquérir peut-être de nouvelles parts de marché, de nouvelles parcelles dans la forêt productive. Il se pose peut-être un enjeu quand même de cohérence régionale. C'est-à-dire que c'est soit la concurrence, soit la cohérence, pardon. Or, on sait qu'on va avoir les trois grands pôles urbains qui sont, avec le PFN d'ailleurs, qui vont être en cours de réalisation de leur stratégie foncière. Le Havre, Rouen et Caen. Donc, c'est intéressant puisqu'on va être dans le même agenda de réflexion sur nos stratégies foncières. Comment on va pouvoir, avec peut-être le PFN, je pose la question au directeur général, mais aussi évidemment avec la région, non pas travailler chacun dans notre coin, mais peut-être essayer de travailler ensemble dans une recherche de cohérence pour que la reconquête de ces parts de proximité, de ces nouvelles parts de marché, ces axes de développement soit fait ensemble et dans une volonté de gagner ensemble et pas dans une concurrence infrarégionale qui serait quand même embêtante. Or, on voit bien qu'il y a quand même des secteurs qui sont implantés un peu partout en Normandie. Donc, voilà, il y a peut-être en tout cas une stratégie commune à partager ensemble. Et voilà, c'était en tout cas de poser cette question sur la table pour voir comment on pourrait y répondre. Merci beaucoup, Monsieur Renard. Et est-ce que j'ai d'autres éléments? Je vous propose une chose. C'est nous avons posé la question à Arnaud Florentin, donc le directeur associé d'Utopie. On lui a posé la question de savoir s'il y avait s'il y avait des différentes façons en fait de répondre à la fois sur l'aspect foncier et à la fois sur l'aspect écosystème à un certain nombre d'enjeux. Et alors on a dégagé avec lui au cours de l'entretien que je vais vous diffuser là tout de suite. On a dégagé trois manières de faire principales. Voilà, je vous propose de les écouter avant de passer à notre deuxième débat sur
sur ce qu'on attend de l'EPF en réalité très précisément pour la suite en matière de disponibilité foncière pour le développement économique et industriel. Pour l'instant, je vous propose d'écouter les trois, alors j'ose pas dire trucs, mais enfin les trois façons principales dont Utopie envisage ou pense qu'on peut créer des écosystèmes économiques. On écoute. Je vois trois façons de développer des écosystèmes. En tout cas, c'est trois des principales manières aujourd'hui de développer un écosystème territorial. La première approche, très inspirée de l'écologie industrielle, c'est celle de la bioéconomie. C'est d'optimiser le vivant, de valoriser une ressource naturelle locale pour développer autour d'elle de nombreuses synergies et diversifier le tissu productif local. Alors, il y a beaucoup d'exemples dans les pays nordiques sur les géothermies, sur des ressources marines. En France, on a plusieurs exemples. Un des plus inspirants est celui de la bioraffinerie et du pôle européen du chanvre qui est en train de se développer dans l'Aube. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a une analogie avec la culture du lin en Normandie. C'est un projet multipartenarial qui est assez intéressant, qui vise à exploiter en fait une ressource d'ailleurs qui est bio-résistante et très peu utilisée, donc qui est celle du chanvre industriel, donc avec un THC inférieur à 0,2%, donc qui est très inoffensif. Et c'est une ressource en fait qui permet, à travers les graines, à travers les fibres, à travers les pailles, de développer énormément d'activités sur le territoire. Donc aujourd'hui, il y a toute une réflexion de développement autour d'une chanvrière, de développement de tout un écosystème avec une unité cosmétique, une unité d'alimentation humaine, une unité d'alimentation animale, une unité qui va travailler le plastique, une unité qui va travailler le textile. Donc c'est comment, à travers une ressource et l'optimisation de cette ressource, on peut développer tout un écosystème et développer une économie beaucoup plus diversifiée, notamment en milieu rural. Et ça, c'est très intéressant. Je trouve que c'est assez inspirant pour la région Normandie. Il y a une seconde façon de créer un écosystème, c'est l'idée du hub productif, c'est-à-dire sur un site, alors c'est souvent des friches industrielles, des anciennes friches, réunir sur un site tout un tas d'acteurs économiques, notamment des artisans et des industriels, et puis développer, si possible, des synergies entre eux. Un des exemples les plus connus, c'est celui de Brooklyn Navy Yard. Brooklyn Navy Yard, en fait, c'est un ancien chantier industriel, chantier naval aussi, donc à Brooklyn, qui a réhabilité un gigantesque parc industriel de 120 hectares avec un véritable master plan dédié à la réindustrialisation en milieu urbain, au cœur de New York. Et le site, il est géré par une foncière associative qui a pour mission de stabiliser les loyers et surtout de sélectionner les entreprises afin qu'elles s'y installent, donc des artisans et des industriels, de manière à favoriser les synergies d'écosystèmes. Il y a aujourd'hui près de 500 entreprises, 11 000 emplois, je crois qu'ils visent 30 000 emplois à terme. Et si vous voulez vous rendre compte de la diversité productive sur ce site, il y a sur brooklynnavyyard.org une boutique en ligne où on voit l'étendue de tous les produits fabriqués. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment l'idée du hub productif. On prend appui sur un site et on rassemble tout un tas d'acteurs économiques. Et puis, il y a une troisième approche qui permet vraiment de développer des écosystèmes, de prendre appui sur des grandes entreprises, des locomotives, des grands acheteurs sur les territoires. Un exemple, alors surtout c'est dans l'air du temps, mais c'est notamment le travail que font les laboratoires pharmaceutiques français. Donc, vous avez des grands laboratoires pharmaceutiques donc, qui sont à différents endroits en France et qui, en fait, avec les pouvoirs publics, réfléchissent à développer, réenraciner des filières de sourcing locales à la maille d'un département, à la maille d'une région, sur des postes d'achat très importants, bien évidemment les actifs pharmaceutiques, souvent importés, mais aussi le plastique, mais aussi l'emballage carton, qui sont aussi importés. Et l'idée, c'est de regarder quelles sont toutes les entreprises du territoire qui soit fabriquent ce type de biens, soit en sont pas très éloignés et pourraient devenir fournisseurs, pourraient monter en compétences sur ce type de production. Et donc, les grandes entreprises, les grands donneurs d'ordre sont vraiment des points d'appui très importants pour développer des filières locales, puisque ne serait-ce que 10, 15, 20%
de réenracinement des achats de ces grandes entreprises peuvent générer des centaines d'emplois sur le territoire. Bien évidemment, l'idée n'est pas de rompre complètement le sourcing un voire international de ces entreprises, mais d'arriver à rééquilibrer et de créer en partie des filières locales et régionales. Okay. Deuxième aspect de nos débats, c'est évidemment la question que l'EPF se pose aussi. C'est en quoi et comment l'EPF peut aider les collectivités locales à travailler un foncier et à utiliser un foncier qui serait dédié spécialement aux activités économiques et industrielles. Donc, qu'est-ce que vous attendez de l'EPF? C'est la question qu'on a posée à nouveau à Patrick Gaumont et à Joël Bruno, que vous avez entendu tout à l'heure. On l'a aussi posé cette question à Patrick Pesquet, qui est maire de Folleville, de Saint-Jean de Folleville, pardon, et vice-président de la communauté d'Aglo-Co-Seine. Il est en charge de l'urbanisme et de la planification. On écoute ces trois élus sur les attentes qu'ils nourrissent vis-à-vis de l'EPF. En tant que président de l'intercommunalité du territoire de Bayeux, donc fait appel au service de l'EPF à plusieurs reprises, parce que bien évidemment pour nous c'est une façon de maîtriser du foncier, de faire en sorte qu'on ait un temps de réflexion assez conséquent et accompagné aussi en termes d'ingénierie par l'EPF Normandie. Nous avons fait appel donc au service de l'EPF aussi sur des études, donc à la fois études flash pour un pôle santé de cœur de ville. Tout le monde a cette difficulté sur son territoire d'avoir un déficit ou un départ en retraite important de praticiens, et donc nous cherchons des solutions. Et donc à partir de là, donc les études flash et l'ingénierie de l'EPF nous a été très utile, ce qui nous a permis de nous positionner d'ailleurs sur un bâtiment et de lancer un projet. Nous avons aussi travaillé en réflexion donc avec l'EPF sur un territoire plus élargi qui prenait à la fois Bayeux et une commune qui jouxte Bayeux, donc puisque nous avons un foncier quasiment concomitant donc autour d'une départementale. Et l'idée, c'est d'avoir un développement cohérent de l'ensemble de ce territoire. Et l'idée, effectivement, c'était de se servir donc du benchmarking fait par l'EPF et aussi des idées apportées en matière de développement en complément de ce que nous avions, les besoins nécessaires éventuellement sur le territoire intercommunal. Et donc, à ce titre, effectivement, l'apport, le regard extérieur est toujours essentiel pour nous, puisque, bien évidemment, on a une certaine image. Comme je le disais un peu plus tôt, on a des documents d'urbanisme, on a un projet de territoire, mais un regard extérieur, un regard neuf est toujours intéressant pour voir si on ne se trompe pas sur les activités qu'on souhaite choisir. Et là, en l'occurrence, moi, c'est un apport et c'est un conseil très, très essentiel, puisque nous avions à la fois une friche à traiter, quelques hectares de terrain non viabilisés, une casse automobile, donc un transporteur, donc tout un ensemble immobilier en fait sur un certain nombre d'hectares et bien évidemment à partager avec une commune et la ville de Bayeux et avoir une vision partagée, commune, puisque l'idée c'est de ne pas faire n'importe quoi. Donc à ce titre, moi je trouve que les conseils de l'EPF sont vraiment essentiels et le portage financier bien évidemment est très utile pour les collectivités, surtout dans le contexte économique que nous connaissons actuellement. On a déjà l'habitude de travailler effectivement avec l'EPF, très souvent d'ailleurs pour du portage foncier lié à l'habitat, mais je crois qu'il va falloir aussi orienter le rôle de l'EPF vers du portage qui soit sur de la restructuration de friches économiques, mais à vocation mixte, à vocation artisanale ou à vocation industrielle. Là où on attend aussi sans doute de l'EPF un accompagnement supplémentaire selon le niveau du territoire, c'est de l'expertise technique, mais aussi de l'expertise économique. En effet, le montage d'une opération mixte où on lie à la fois de l'habitat, de l'activité artisanale ou des activités de l'accueil d'activités de services nécessite un recul et une expertise que tous les territoires n'ont pas. Et certainement qu'au niveau de l'EPF, on pourrait mobiliser cette expertise à la fois en tant que programmiste technique, mais aussi en tant que programmiste économique. C'est sans doute quelque chose qui pourrait apporter beaucoup, en particulier aux territoires peu pourvus en ingénierie interne.
je fais partie des élus et nous sommes nombreux à considérer que le PFN a une expertise particulière dans beaucoup de domaines. Et le souhait que j'émettrais, c'est qu'il puisse se doter de moyens encore supplémentaires pour nous aider dans les opérations de portage de foncier, notamment à vocation économique, portage, remise en dépollution, enfin capacité à réutiliser ce foncier. Et cette ingénierie qui est notamment très pointue sur ces aspects-là, c'est vrai qu'elle pourrait aussi se développer sans doute encore plus en fonction de la typologie de ce foncier, en fonction de son positionnement géographique, en fonction aussi de son environnement, peut-être que le PFN, je pense, pourrait développer une expertise particulière pour accompagner nos collectivités dans un certain nombre de choix qu'on pourrait faire de cibles en termes de réutilisation de ce foncier. Par exemple, est-ce que c'est un foncier qu'on doit plutôt dédier à de la logistique? Est-ce que c'est un foncier sur lequel on va plutôt avoir vocation à accueillir de la PME de toutes sortes, ou éventuellement une vocation particulière autour d'un savoir-faire particulier? Finalement, qui nous aide à voir ce que réussissent à faire un certain nombre de territoires ou de pays, notamment en Europe. C'est-à-dire une logique un peu de mise en réseau et de cluster autour d'une activité particulière. Je pense que c'est quelque chose, compte tenu de la vision que le PFN a, un peu panoramique, et puis sans parler du réseau des établissements publics fonciers au plan national, c'est un sujet sur lequel, je pense, le PFN pourrait compléter l'expertise réelle qui est déjà la sienne aujourd'hui. Voilà ce que les élus, disent quand ils, ce que les trois élus que nous avons interrogés disent sur leurs attentes vis-à-vis de l'EPF. Alors, Gilles Gall, c'est comme toujours, quoi. Ça fait à la fois plaisir de savoir qu'on est attendu, et puis en même temps, j'ai l'impression que ça vous met quand même légèrement la pression. C'est-à-dire que l'intuition était bonne, mais l'attente risque d'être importante. En effet, mais je crois que, bien sûr, enfin, si on a aussi souhaité préparer ce webinaire, c'est bien parce que on mesure aussi les enjeux économique pour la Normandie de retrouver, d'accélérer encore cette réponse à la réindustrialisation. Je crois que on a entendu beaucoup de propositions à travers les élus, à travers aussi les témoignages qu'on a pu avoir ici. Ils vont nous aider dans les expérimentations qu'on va mettre en œuvre, parce que je crois que dans les prochaines semaines, il va falloir effectivement qu'on trouve des terrains d'expérimentation sur lesquels on va pouvoir, comme l'a dit Monsieur Florentin, par exemple, réfléchir au hub productif, à s'appuyer sur des locomotives, à aussi, sans doute, pour revenir à un autre élément de débat, aller vers plus de densification. Tous ces sujets sont sur la table. Et il faut vraiment qu'on avance dans ce sens-là. J'évoque pas non plus la réflexion sur des minorations, parce que qui dit ville productive dit aussi la nécessité de voir comment est-ce qu'on va, l'EPF, avec sa capacité, dans le cadre de ses partenariats, faciliter la diversité des installations aujourd'hui dans la ville de demain. Et pour terminer, parce que je vois que le temps passe, je regrette, mais bon, il faut aussi, on a aussi voulu vous retenir sur un temps assez court et encadré. Je pense qu'il y a un enseignement qu'on n'a pas effectivement, sur qu'on n'a pas vraiment évoqué, mais qui transpire de tous nos débats et de l'étude. C'est que cette étude, elle montre que nous avons, au niveau de la Normandie, même au niveau national, nos Florentin aurait pu le dire, une capacité de résilience à toutes les échelles. Et pour moi, effectivement, au moment où effectivement on est dans une période qui est quand même très sombre, liée à la crise pandémique, avoir effectivement cet élément d'optimisme, c'est fort pour avancer. Et sachez que l'EPF va effectivement, dans le cadre de sa future feuille de route, expérimenter et produire des nouveaux outils qui permettront, à côté de ceux qu'il a déjà mis en œuvre, et on en a cité un certain nombre, renforcer son intervention. Je terminerai juste
par un petit clin d'œil, c'est que je veux vous dire que je crois que sur tout le territoire, sur tous les territoires, les petits et les grands, nous avons effectivement les lettres pour, comme au Scrabble, écrire ensemble le mot Normandie. Voilà, comme je voulais terminer ce webinaire aujourd'hui, en attendant les suivants qui vont nous aider à construire notre feuille de route. Je vais passer la parole maintenant à Fabrice Roset, donc qui est secrétaire général pour les affaires régionales à la préfecture de Normandie, qui va alors conclure entre guillemets, puisqu'en fait on est dans une ouverture, en fait, conclure ce webinaire. Monsieur Fabrice Roset, c'est à vous. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai suivi depuis le début. Je vous salue tous. Je salue Madame la préfète de l'Orne que je vois. J'excuse le préfet de région. Bon, Gilles Gall me met mal à l'aise, évidemment, mais je le connais, je le sais taquin, parce que comment conclure après une telle conclusion, c'est très compliqué. Vous dire deux choses en préambule. D'abord que un reproche, ce webinaire est trop court. Les sujets sont tellement importants, ils sont tellement intéressants, tellement riches que, évidemment, ça doit laisser la place à d'autres échanges. Il y a plusieurs choses, en vous écoutant vraiment, ces échanges sont d'une grande richesse. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, nous traitons là de sujets qui sont essentiels, beaucoup l'ont dit. Ils sont essentiels parce que ce sont des sujets, des projets qui façonnent les territoires, mais au-delà des territoires, qui façonnent la vie. Et nous avons affaire aujourd'hui, nous sommes à un moment, je pense, la crise sanitaire accélère encore davantage ce moment-là, mais nous sommes face à des défis, à des enjeux qu'il nous faut relever et qu'il nous appartient d'aborder peut-être de façon différente que par le passé, qu'il y a encore un an ou deux. Et en tout cas, je crois que cette période nous invite à travailler en commun. Quand je dis en commun, c'est entre institutions, en commun, c'est le secteur privé, le secteur public, et puis en commun parce que les champs que vous avez évoqués sont particulièrement variés et qu'il nous faut tous les investir. Il nous faut, je crois, à cette occasion, et on l'a bien vu dans les contours qu'ont dessiné un certain nombre d'élus sur ce que doit être le PFN, en tout cas, je crois que ça doit contribuer à la définition de besoins, de stratégie, encore une fois, de choix de société, ça me paraît essentiel. Puis comme quelqu'un l'a évoqué aussi, je crois que nous devons le faire en tout cas dans le souci d'un équilibre des territoires. C'est-à-dire que l'action, elle doit être menée sur l'ensemble des territoires de la région. Donc, moi, sur la question qui a été évoquée enfin sur le second débat, à propos de l'EPF, on sait bien que ça apporte une ingénierie, on sait bien que ça apporte une expertise. Moi, je crois que ce qui est essentiel de la part de l'EPF, c'est Normandie, c'est nous apporter son regard. Et c'est surtout, j'ai envie de dire, qu'il reste lui-même, parce qu'on l'a vu. Et quand je dis qu'il reste lui-même, je vois Gilles Gall à l'écran, mais c'est un travail collectif. C'est toute une équipe, et pour avoir la chance et le privilège d'avoir représenté le préfet de région à certains conseils d'administration, je vois bien que, je n'ose parler de son président, bien sûr, mais voilà, que c'est un travail collectif, une dynamique, et que je pense que cette dynamique, elle doit demeurer. Quelques éléments au-delà de ces points d'introduction. Beaucoup l'ont dit, le président Leroy l'a dit, sur la gestion économe de l'espace. C'est un enjeu qui est majeur, c'est une exigence impérative. Nous avons en Normandie, je crois que le président Leroy l'a dit, mais consommé 20 000 hectares de terres agricoles en 10 ans. Ce qui nous place en Normandie au 4e rang du taux de consommation des espaces agricoles. Il ne s'agit bien sûr pas de culpabiliser, mais il s'agit de mesurer l'enjeu qui se présente à nous et de déployer les moyens qui feraient que l'on mesure davantage l'usage foncier demain et en tout cas qu'on l'aborde de façon à la fois rationnelle, utile et encore une fois qui corresponde aux choix stratégiques qui ont été faits par tous. Les collectivités, évidemment, l'État, les opérateurs de l'État. Et en cela, je veux remercier également celles et ceux qui ont participé au
au débat qu'il y a eu aussi en webinaire. Malheureusement, on n'a pas trop de choix en ce moment. Le 8 décembre dernier, ce sont des sujets qui ont été abordés, qui ont été intéressants et qui participeront, je crois, peut-être à la lettre, à la feuille de route de l'EPFN dans les années qui viennent. En tout cas, qui doivent tous nous mobiliser dans les mois et dans les années qui viennent. Juste quelques mots sur, me semble-t-il, des points qui sont importants dans le contexte actuel. Nous avons, encore une fois, des défis à relever, ce que je viens d'évoquer, et puis nous avons des outils qui sont mis à notre disposition. Ces outils qui sont mis à notre disposition et qui doivent contribuer au travail de l'EPFN demain, enfin qui doivent contribuer, qui doivent être à sa disposition et à la disposition de tous, c'est à la fois des instruments de conjoncture, je pense bien sûr à des éléments du plan de relance, mais je voulais également évoquer deux choses qui sont, me semble-t-il, essentielles et qui étaient existantes avant le plan de relance, avant la crise sanitaire, et qui, au-delà d'instruments classiques pour mener une politique, ce sont aussi des instruments qui permettent d'aborder les choses un peu autrement. Sur le plan de relance, un mot sur le fonds Friches que Julia le connaît très bien, qui existait, le concept existait bien avant le plan de relance, mais l'État, dans le plan de relance, a estimé qu'il était nécessaire que des fonds soient destinés à cette démarche-là. Il existe deux appels à projets, un qui est mené par l'ADEME et un autre qui a fait l'objet d'un appel à projets dont la rédaction a été un travail collectif, EPFN, région, État et puis les opérateurs de l'État, et notamment, je pense plus particulièrement au CEREMA, à l'ADEME et à la Banque des Territoires, et qui s'étale sur 2 années, qui dispose de 9 millions d'euros, donc sur 2 années, 4,5 millions d'euros à chaque fois, et qui va permettre d'accompagner des projets d'aménagement de friches dont les bilans économiques restent déficitaires après prise en compte de toutes les autres subventions publiques. Bien sûr, comme on est dans le plan de relance, évidemment des projets qui doivent être matures et qui concernent un certain nombre d'objectifs. Donc je vais vite parce que ces données-là sont accessibles à tous, mais c'est un élément essentiel pour accompagner cette politique publique qui est essentielle et qui est intégrée très très clairement dans le plan de relance. Deux autres outils qui existaient avant le plan de relance et avant la crise sanitaire et qui, à mon avis, participent à voir les choses autrement, en tout cas, à se donner des moyens d'aborder les choses autrement. Et certains d'entre vous l'ont évoqué tout à l'heure. Les projets qui peuvent être menés à bien grâce à l'établissement public foncier de Normandie, ils sont confrontés parfois à des contraintes administratives, disons-le. Il y a des choses qui pèsent sur ces projets, qui font que ces projets sont longs. Il nous faut, rapprocher le temps administratif du temps du réaménagement de l'espace et du temps économique, parce que parfois ces réaménagements sont liés à des projets économiques. Et deux outils existent. C'est l'outil des sites industriels clés en main, qui est intégré dans la politique de territoire d'industrie, et qui veille à préparer des sites très en amont des projets qui peuvent être menés pour, on se parle entre nous, purger un peu l'ensemble des complexités administratives qui peuvent peser sur ce projet-là, donc qui sont relatives soit à l'urbanisme, soit aux contraintes environnement. Quand je dis contraintes, c'est réglementaire et législative, tout ce qui est archéologie préventive, certains l'ont évoqué. Donc voilà, faire le travail en amont pour que quand le projet arrive, tout ça soit déblayé. Et ça, cette capacité-là, elle existe, elle est offerte, de faire en sorte qu'on aille toujours plus vite, alors en respectant le maximum de règles, que les choses, on ne s'exonère pas de tout, mais en tout cas, travailler en amont. Le deuxième instrument, le mot a été utilisé tout à l'heure, mais pas tout à fait dans ce sens-là, je pense, c'est la compensation. C'est la mise en place d'une banque de compensation. On sait que des projets industriels sont soumis à des contraintes fortes en matière environnementale, que parfois ces projets ne peuvent pas y satisfaire totalement, et donc les porteurs de projets doivent avoir des mesures de compensation, des mesures compensatoires. Bon, si elles ne peuvent pas le faire sur le site, elles peuvent peut-être le faire ailleurs. C'est ça qu'on appelle la banque de compensation. Donc, tous ces instruments, vous le voyez, ces instruments de souplesse, qui sont souples, mais qui ont quand même toujours pour objectif de veiller à une gestion économe de l'espace.
Donc c'est ce travail-là qui doit être fait tous ensemble avec ces outils et avec la volonté, en tout cas c'est celle de l'État, le préfet de région l'a réaffirmé à plusieurs reprises, de veiller à ce défi de la lutte contre l'artificialisation. Et très sincèrement, je crois que la crise économique qui est issue de la crise sanitaire, toute crise doit contribuer à nous faire rebondir, en tout cas à voir les choses autrement, avoir les mêmes, les mêmes réflexes après la crise qu'avant ne serait pas raisonnable, ça ne serait pas tirer les leçons de la crise. Profitons, pardon d'utiliser le mot, profitons de cette crise pour aborder les choses, accélérer la transition écologique qui est indispensable. Nous savons dans quel monde nous vivons, nous savons quelles sont les échéances. Maintenant, plus personne ne pourra ignorer quelles sont les échéances qui s'imposent à nous dans les 20, 30, 50 ans ou plus. Mais en tout cas, ça me semble assez irrémédiable. Donc, il nous faut saisir ces occasions-là pour faire en sorte que on soit efficace. Et alors, un dernier trait pour louer les travaux de l'EPFN, je crois, parce que je les connais pas tous, je ne connais pas tous les établissements publics fonciers de France, mais j'ai cru comprendre néanmoins que celui de Normandie était assez exemplaire dans son engagement et dans la qualité du travail qu'il effectuait. Soyons encore plus dans cette démarche, peut-être pas innovante, mais en tout cas forte d'innovation. Alors les éléments de l'étude qu'on a évoquée pourront peut-être y contribuer. En tout cas, moi je suis convaincu que le chantier est immense, mais qu'il est passionnant et que nous avons les outils, l'intelligence, je parle pas de moi, pour mener à bien des projets qui seront passionnants. Donc voilà ce que je voulais vous dire en conclusion, mais vraiment c'est le débat est sans fin, donc voilà. Mais il va falloir que je me taise. Merci en tout cas à vous tous d'avoir contribué à ce web qui est passionnant.